Si vous permettez, je vais, avant de vous accueillir en vos grades et qualités, dire le mot directement au maire de Trélon, ce que j'avais prévu d'ailleurs de lui dire. Tout simplement, cette inauguration du mois de juin de la salle de l'école maternelle Jeanne Roussel, qui vient d'être bien expliquée par Françoise Mamet, présidente de la commission centenaire. C'était une demande de l'association qui durait depuis un certain temps, je dirais pas plus loin. Et lorsque nous avons eu une proposition qui était de remettre le nom de Jeanne Roussel dans quelque chose de très long, notre implantation ici, le maire l'a parfaitement bien rappelé, et je dois dire, c'est lui-même qui a trouvé la solution. Et c'est sur ta proposition, Thierry, que le conseil municipal du 19 octobre 2021, en souvenir de Jeanne Roussel et en reconnaissance, a décidé à l'unanimité de baptiser l'établissement scolaire de la rue d'Elval, école maternelle Jeanne Roussel, avec la plaque, Françoise Mamet l'a rappelé, qui fut dévoilée avec toi le 26 juin 2002. Et puis j'ai lu dans la Gazette que 95 bambins y étaient rentrés il y a quelques jours. Voilà, la vie continue. Et pour ceux qui ne sont pas d'ici, il y a dans Trélon déjà un collège qui s'appelle le collège Denis Sora, qui est en mémoire aussi de personnes éminentes de Trélon. L'école René Brie, qui était appelée en souvenir d'un ancien instituteur. Et puis maintenant, cette école maternelle baptisée du nom d'une femme remarquable dont l'aura, vous devinez, a largement dépassé les limites de notre département. Un immense merci, Thierry. Je voudrais commencer par la partie protocolaire et revenir sur d'une part, votre présence nombreuse. Et je salue aussi, s'il me voit, je ne sais pas où est la caméra, je fais coucou à tous ceux qui sont dans le chapiteau, hein, en leur disant qu'on n'a pas pu caser tout le monde ici et il n'y a pas de projet d'agrandissement de ce théâtre. Bon. Donc, je vais venir dans la partie protocolaire. Ceux qui me suivront, eh bien, ils utiliseront ce que je dirai ou ils n'utiliseront pas. Ils pourront redonner la liste. Mais moi, j'ai quelques éléments à vous donner. Je rappelle que j'accueille tout d'abord, bien sûr, Madame Corinne Simon, sous-préfète d'Avesnes, qui est représentante de Monsieur Georges François Leclerc, préfet des Hauts-de-France et préfet du Nord. Merci, Madame Simon, d'être ici ce matin. Monsieur Benjamin Saint-Huil, qui devrait arriver et qui est député de la 3e circonscription, et sa suppléante Sandrine Duhamel. Monsieur Michael Hirault, qui est vice-président du Nord, parce que j'ai entendu dire que tu étais vice-président là maintenant. Il faudra le dire à Christian Poiret, il n'était pas au courant. Quoi? Il faudra le dire à Christian Poiret, il n'était pas au courant. Non. Donc, eh bien, vice-président du conseil départemental. C'est l'émotion. Et président de la communauté de communes du Sud-Avesnois. Je remercie déjà pour tout le matériel et les chapiteaux qui sont là. Tu devines pourquoi je te le dis. Et représentant également de M. Christian Poiret, président du département du Nord. Messieurs, les élus qui sont nombreux et ici et qui, on en est très content parce que ça a été rappelé par Mme Mamet, les établissements fermés, il y a très longtemps qu'on a compris qu'il fallait s'intégrer dans nos villages, dans nos villes. Et pour tous ceux que nous hébergeons, c'est une reconnaissance de leur vie dans une société. Je voudrais vous dire que nous accueillons aussi ici monsieur Christian Castel, vice-président de la 3CA, adjoint au maire d'Avesnes. Monsieur Dehain, premier vice-président de la 3CA, maire de Sort-le-Château, je l'ai salué. Nicolas Dozen, maire de Saint-Hilaire et président de la 3CA. Sandrine Duhamel, je vous en ai parlé. Yves Dussard,
maire de Saint-Sauve, on a discuté ensemble. Le Vincent Justice, le maire d'Étrun. Nous avons également Nelly Durier, qui est présidente de l'écomusée, je confonds toujours, excuse-moi Nelly, présidente de l'écomusée, et c'est grâce avec Laurent Nachbauer que nous avons la belle Génestin qui est ici devant le bâtiment et qui date des époques ici de la création de l'association. Geneviève Manarino, je l'ai vu aussi, qui est conseillère municipale de Valenciennes. Pascal Noyon, maire de Fellery et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Fellery-Liessy. Mais comme j'ai vu arriver le maire de Liessy, je dirais aussi que c'est l'hôpital de Liessy-Fellery, comme ça je n'aurai pas un à l'un. Bon, voilà, donc, voilà. Bon, et puis vous disputerez entre vous. Alors, après, Jean-Luc Perrat qui est là, qui est ancien député et ancien conseiller général, maire d'Anor, vice-président de la CCSA et qui est surtout administrateur de cette institution. Aurélie Perrault, adjointe à la mairie de Glageon et vice-présidente de la CCSA. Benjamin Saint-Huil va arriver. Sébastien Seguin, vice-président du tourisme et de la mobilité douce, maire d'Avesnes-sur-Helpe. Sabine Soumier, vice-présidente de la 3CA, maire de Cartigny. Benoît Ouasca, vice-président de la CCSA et adjoint aux finances, mairie de Fourmies. Tous nos adhérents, et je salue également nos invités, plus particulièrement, et notamment Monsieur Lucien Boudard, je le vois, qui a été directeur de cette maison de 1970 à 2008. Comme je dis toujours, ne calculez pas dans votre tête, ça fait 38 ans, et qui nous a fait le plaisir d'être là ce matin. Il a accompagné le docteur Georges Comard, qui va intervenir lors de cette cérémonie avec son témoignage. Dans nos invités également, la famille Jomain est là, Jean et Michel, son épouse Jomain, Christiane Jomain, Bertrand Jomain et Claudie Jomain. Tous les directeurs d'associations, d'établissements de soins et médico-sociaux de la région, beaucoup d'entre eux sont là, les représentants de la presse et, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, que je salue particulièrement ce matin. Nous avons quelques personnes témoins aussi, Johnny Herbin et son épouse, Madame Mériot et Madame Eliane Ferry, que j'ai saluée en arrivant, qui avait un petit problème de genou, m'a-t-elle dit, d'arthrose, c'est ça, et qui n'a pas pu nous accompagner dehors. Merci beaucoup. Et évidemment, les membres de la commission du conseil d'administration, je ne vais pas les citer tous, et de la commission centenaire. Au nom du conseil d'administration, de l'ensemble des membres bénévoles, de tous les salariés qui constituent l'association Trait d'Union, avec la présidente de la commission centenaire, avec le directeur général, M. Brissamand, qui est le 5e ou 6e directeur, je pense, de l'institution, avec la directrice pédagogique de l'unité d'enseignement de l'école de l'association, Sandrine Tétard, qui est excusée, qui n'est pas présente ce matin pour des raisons familiales. Il me revient de vous accueillir et de vous dire merci à vous toutes et tous qui nous avez rejoints ce matin, et surtout à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour préparer cette journée, mais aussi toutes celles qui ont jalonné cette année du centenaire qui se termine aujourd'hui. Mais un merci particulier à toute l'équipe de la logistique de la maison, et je veux citer Jean-Jacques Divry, et à tous ceux qui, ensemble, ont participé à préparer et à relever tous les détails qui font que la fête semble naturelle, improvisée pratiquement, et ça a été un travail de dingue, comme on dit, à préparer tout ça. Bon. Je remercie également aussi, en général, tous nos financeurs, notamment, je remercie l'État, vous êtes là, Madame Simon, pour le représenter, l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental, le Conseil régional, pour l'attention bienveillante qu'ils accordent depuis si longtemps aux actions de notre association.
j'ai quelques mots à titre personnel à dire, ce sont les seuls, mais permettez-moi d'avoir aujourd'hui une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont plus là et avec qui j'ai fait un bout de chemin en partageant la vie de l'association depuis plus de 25 ans. Je pense ici à mon prédécesseur, Yves-André de Rouvroy, dont la famille est présente, à Dominique Collat, à Jean-Pierre Lenoble, à Frédéric Mazarin et bien d'autres encore à qui je pense très souvent. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans cette salle. Tu as rappelé l'histoire, Françoise, donc voilà, je vais... Mais non, mais c'est très bien, très très bien. Donc, on a rappelé un petit peu cette salle des fêtes qui a une âme, parce que, comme le maire l'a dit, elle est tout le temps en activité. Hein, et nous avons ici un témoignage de M. Herbin qui nous a rappelé hier encore qu'à 8 ans, il était hébergé dans cette maison et il dansait sur cette scène dans Pierre et le Loup. Il m'a dit, c'est bien ça, hein. Voilà. Mais c'est important que je vous le dise. Vous n'avez pas n'importe qui dans la salle. Hein. Bon. Alors, l'histoire. Bon, je ne vais pas tout reprendre. Vous allez avoir une plaquette. Quand est-ce qu'ils l'auront, monsieur le directeur? Oui, tout de suite maintenant, président. Bon, alors, cette histoire qui est très importante, à la fois avec son impact dans la région, c'est une histoire d'un siècle. C'est aujourd'hui le centenaire. Je rappelle quand les centenaires humains en 1922, il y en avait 200 en France. Il y avait 200 centenaires. Et aujourd'hui, on doit être à 20 000. Hein, et j'avais marqué le chiffre. On est 30 000 aujourd'hui, centenaires. Bien sûr, avec une très large majorité féminine. Mais on n'est pas là pour discuter de la cause. Et en 2060, il y aura 200 000 centenaires en France. Donc retenez bien le chiffre. Nous étions il y a 200 centenaires il y a 100 ans. Donc tout va bien pour le vieillissement de la population. Alors, c'était le 3 juillet 1922, et ça s'est passé à l'hôtel de la sous-préfecture, Mme Simon, à Avesnes-sur-Helpe. Bon, il y avait monsieur le sous-préfet, monsieur Leroy, et Mme Roussel, Jeanne Roussel, qui va devenir future directrice, était présente pour créer l'association. Tenez-vous bien, ça s'appelle Heure du Préventorium de l'arrondissement d'Avesnes. Et puis vous allez comprendre qu'ici dans le village, moi quand je suis arrivé il y a 50 ans, le prévent, tout le monde savait ce que c'était, moi pas. Et puis c'était le prévent. Et puis dans les statuts de l'époque, à l'article 2, il y avait l'objet, et l'article 2, c'était créer la maison des enfants. D'où ce terme de maison des enfants qui reste encore accroché à nos cœurs. Donc elle aura cette création de l'association, loi 1901, parfaitement républicaine, qui fut reconnue d'utilité publique par décret du 23 mai 1934 et qui deviendra association trait d'union par arrêté ministériel du 6 février 2017. Donc vous imaginez qu'on est resté, simplement un petit commentaire là-dessus, on est resté 95 ans avec œuvre du préventorium, dans lesquels les statuts, c'était la lutte contre le fléau, la tuberculose, c'était assez agressif avec des tambours, etc. Bon. Ici, on nous a demandé poliment de remettre à jour nos statuts, ce qui a été fait il y a 5 ans avec une procédure extrêmement lourde, eut le caractère de reconnaissance d'utilité publique. Merci à Jeanne Roussel, à son mari Fernand, qui la secondera toute sa vie, d'avoir, il y a 100 ans, rassemblé et convaincu les forces vives d'une région pour contribuer au grand mouvement de prévention du fléau de l'époque de la tuberculose. L'objectif premier a été justement l'amélioration de la santé des enfants et la création de la maison des enfants. C'était au milieu des années folles, 22, hein,
Alors, les années folles, quand on vous en parle aujourd'hui, c'est French Cancan, Charleston et la ceinture de banane de Joséphine Baker. Il y a aussi Al Capone, hein, c'est cette époque-là, et puis Maurice Chevalier, etc. En fait, les années folles, laissons ça aux grandes métropoles et surtout à Paris, tout simplement parce que dans nos villages, ici, la région, c'était pas tout à fait aussi folle qu'à Paris. La population était surtout une population ouvrière, encore affaiblie par les années d'occupation allemande, travaillant dans les mines, les usines textiles ou métallurgiques qui avaient malheureusement le mérite d'exister à l'époque, et nous avons vu dans les années 70 comment tout ça a disparu. Tous les médecins, la tuberculose, la peste blanche, qui était favorisée par une forte densité de population, confinée dans des petits logements, fait des ravages à l'époque, et il n'existe alors aucun traitement médicamenteux. Les médecins qui sont dans cette salle savent très bien que la streptomycine, l'antibiotique actif, n'a été découvert que 25 ans après. Il a fallu créer un aérium préventorium. Je rappelle que dans le protocole de la lutte de la tuberculose, à l'époque, il y avait 3 stades. L'aérium, donc on prenait le bon air. Préventorium, c'était déjà pour prévenir la maladie, donc il n'y avait pas de signe clinique. Et je vais vous en parler tout de suite, l'hôpital de Fellery-Liessy, qui a été construit dès 1927, tout simplement parce que là, on entrait dans la phase clinique de traitement des malades de la tuberculose. Il fallait trouver à Jeanne-Roussel un site aéré, venteux, en altitude et écarté de toute pollution. Le château de la Huda à Trélon et son encadrement bocagé, sa forêt tout autour, à 231 mètres d'altitude, furent acquis pour créer l'aérium préventorium, le sanatorium dont on a parlé tout à l'heure de Fellery-Liessy, devenu hôpital, et a été dans la foulée, et comme partout ailleurs, construit juste après. Vous êtes passé en arrivant, le ciel a été généreux pendant quelques minutes, hein, vous n'avez pas eu trop de pluie. Vous êtes passé à côté du Palais des Vents, tout un symbole ici, qui se trouvait à l'entrée. Nous étions quelques-uns en vous attendant être dans la chapelle qui, elle, a été construite à peu près à la même époque et qui est encore toujours là dans le bâtiment principal. Elle a été construite en 1938. La lutte contre la tuberculose était à l'époque un enjeu national et de nombreuses institutions similaires furent créées à l'époque. Vous l'avez entendu dans la presse cette année aussi, l'association de Valloire dans la Somme, qui a également fêté son centenaire, c'est-à-dire créée pour la même chose en 1922, et ça a été créé dans une vieille abbaye cistercienne du XIIe siècle, et elle a eu également sa Jeanne Roussel, qui s'appelait Thérèse Papillon, qui a également été infirmière pendant la Grande Guerre, comme Jeanne Roussel. Jeanne Roussel a institué ici un mode d'organisation très important pour des centaines d'enfants, et elle s'est basée sur ce qu'on connaissait à l'époque, et elle a adopté un petit peu la pédagogie qui avait été mise en ordre et qui est promue par Baden-Powell, Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, en 1908. Donc ça veut dire que ça a été organisé ici. Vous avez encore des bâtiments qui s'appellent les hirondelles, les isards, qui sont des souvenirs d'organisation de patrouilles avec des animaux. Et Madame Roussel était la cheftaine Castor. Bon, et puis il y avait des chefs qui avaient des noms d'animaux. Je pense ici à Mademoiselle Anne-Marie Capitain, qui était directrice de l'école, et Madame Fernande Véron, qui était économe, qui ont aidé à Jeanne Roussel à monter tout ce système. Jeanne Roussel aussi, on l'a évoqué ce matin, elle a eu des bases qui sont encore les nôtres aujourd'hui pour les enfants, c'est-à-dire qu'elle avait bien compris qu'il fallait du sport, qu'il fallait du théâtre, qu'il fallait de la musique, de l'expression artistique, qui étaient pour elle déjà des remèdes à tous les maux, et je me demande s'ils ne sont pas encore aujourd'hui des remèdes de bien des maux pour notre société.
Ce qui fait que tout ça s'est monté, il fallait une éducation, et en 1924, elle accueillera une école publique dans le cadre d'un accord avec l'éducation nationale. Jeanne Roussel reçut la Croix de la Légion d'honneur le 15 avril 1933, et elle est entrée dans l'histoire de Télon. Ce que je vous ai dit, remercions encore la municipalité d'y avoir pensé. L'histoire, je vais essayer de vous donner quelques étapes quand même, si vous ne la connaissez pas bien. Rassurez-vous, ne prenez pas de notes, tout va être dans le livre que vous allez recevoir, donc vous pourrez retrouver un petit peu toutes les informations. La Maison des enfants a eu, au cours de son existence, je dirais des époques sereines, où on s'occupait bien du métier, sans trop d'ennuis extérieurs. Des moments très difficiles que je vais vous rappeler, qui pourront conduire au découragement et au désespoir, mais aussi des étapes charnières qui font qu'aujourd'hui, elle est toujours là, se renouvelant sans cesse, en s'adaptant à l'accélération des demandes de quoi? Des demandes accélérées de la société dans laquelle on vit, qui est en très grande difficulté aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, où tout est un petit peu remis en cause. Je n'ai pas de commentaires à faire sur le sujet. Mai 40, c'est l'exode ici de toute la Belgique, de tout le nord de la France, la peur que ne se remettent en route les hordes d'Allemands avec les mauvais souvenirs de 1914-18, ça veut dire qu'il y a eu une décision de l'exode. L'exode pour la Maison des enfants vers Vieux-Boucau, une station qui est dans les Landes, à 950 km d'ici. Ça s'est décidé assez rapidement, et le voyage a été dantesque, parfois à pied pour rejoindre, de nuit, pour rejoindre la gare de Landrecy. Il y a eu 230 enfants qui ont été évacués et qui se sont réfugiés à Vieux-Boucau. Vous imaginez l'organisation. Ça a duré 1 an et demi, et puis en 1941, il y a eu un retour très difficile à Trélon, dans une France occupée, dans des bâtiments qui avaient été vandalisés en partie. 1942, autre moment extrêmement difficile. De nombreuses commémorations ont eu lieu la semaine dernière dans notre région. C'était le début de la traque des Juifs par l'occupant. Ici, il y a 80 ans, le 11 septembre 1942, 2 mois après la rafle du Veldiv à Paris, entre 500 et 600 Juifs ont été raflés dans le Nord et le Pas-de-Calais par les nazis, aidés de la police française. Moins d'une vingtaine de personnes reviendront des camps de la mort. La mobilisation des cheminots de la gare lilloise de Fives, un gros lieu de transit ferroviaire avec notamment le chemin de fer et la gare de Malines en Belgique, va permettre de sauver des dizaines d'enfants, et beaucoup d'enfants évitèrent également les camps d'extermination en entrant dans la clandestinité. Juste avant la rafle, Jeanne Roussel et ses collaboratrices ont pu accueillir ici et protéger à Trelon, occupés par les Allemands, au mépris de leur vie, de la sécurité et de la délation qui les menait tous les jours, avec le soutien secret de la mairie de Trélon et du maire de l'époque, M. Jacques de Rouvroy, 54 enfants, dont 3 fils du grand rabbin de Lille. Ils furent tous sauvés et rendus à leur famille en septembre 1944 à la libération du territoire, sans avoir abandonné leur religion. Suite à cela, il a fallu le temps, le 24 février 1988, le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem décerna à Jeanne Roussel, à titre posthume, le titre de Juste parmi les nations, récompensant celles et ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Anne-Marie Capitain recevra le même titre plus tard en 1992. Le nom de Jeanne Roussel figure désormais sur le mur d'honneur dans le Jardin des Justes à Yad Vashem en Israël, mais depuis le 18 janvier 2017, il figure également dans la crypte du Panthéon sur une plaque dédiée aux 2725 Justes de France. Sous l'égide du docteur Graille, président de l'association, et de Lucien Boudard, directeur, une cérémonie émouvante fut organisée le dimanche 29 octobre 1989. Monsieur Comard, vous y étiez.
et vous avez pris la parole, ici même au château de la Huda, pour la remise du diplôme d'honneur et de la médaille de reconnaissance du peuple juif. C'est Madame Jomain, nièce de Madame Roussel, qui reçut un éminent hommage. Monsieur Emmanuel Carlin, sous-préfet d'Avesnes-sur-Elbe, était avec nous. Sa mère était directrice d'une maison d'enfants à Haute-Savoie, et il nous prononça un discours qui, croyez-moi, est resté dans nos mémoires. 70, ça a été un tournant, un gros virage. On vous a donné un petit peu les conditions de l'époque. Après un premier demi-siècle dédié à des objectifs sanitaires, l'avenir de l'institution devient incertain, voire compromis. Une profonde reconversion devint absolument nécessaire. Le président Roger Cognier et son nouveau directeur, M. Lucien Boudard, pilotèrent dès lors un projet important dans le social et le médico-social. Conjointement furent entamés un programme colossal d'adaptation des bâtiments existants, l'achat et la mise en valeur de bâtiments historiques, comme une partie de la verrerie de Trélon, comme l'a rappelé M. le maire, et la ferme du Pont-de-Saint, l'ancien château de Talleyrand, qui allait désormais revivre avec une vocation bien différente et glorieuse. Dès 1970, il faut savoir aussi que c'était la fin des années glorieuses et que se sont greffés sur ces problèmes d'évolution des éléments qu'on a l'impression de revoir aujourd'hui, la crise pétrolière, les crises pétrolières par exemple. Tout le monde s'est dit, mais tiens, comment on va faire tourner, que ce soit les usines, les moyens de transport, etc. La société, un peu comme aujourd'hui, s'est modifiée, mais très profondément. Il y a eu la désindustrialisation progressive que nous avons vécue à l'époque. On avait l'impression que c'était petit, qu'il y aurait un retour. Non, elle était inéluctable. L'augmentation de chômage, le tissu agricole, le maillage important de toutes nos communes rurales ici, va voir... Il y avait 2 millions d'agriculteurs encore à l'époque. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 000 en France. Donc vous voyez la disparition de ce tissu, qui était un tissu social. Toute la vie tournait un petit peu autour de la vie des agriculteurs. Ce nombre d'agriculteurs a chuté rapidement, avec des surfaces d'exploitation en constante augmentation. C'est tout ça pour vous dire que le changement a été brutal et l'association a dû apporter de nouvelles réponses à caractère social, sanitaire, éducatif, à la fois pour des enfants, des adolescents, des adultes, se trouvant en situation de fragilité, de vulnérabilité, en situation de handicap, en situation de difficulté personnelle, familiale ou sociale. Depuis l'Aérium Préventorium de Jeanne Roussel en 1922, lié historiquement au château de la Huda, l'association a grandi. Elle n'est pas grandie sur elle-même, elle a grandi en occupant tout doucement un petit peu d'autres territoires. Et aujourd'hui, elle est installée dans 6 communes de l'arrondissement d'Avesnes, avec 25 structures spécialisées, 700 places autorisées, 600 collaborateurs, dont 180 travailleurs en situation d'handicap de l'ESAT. On vous a dit que cela correspondait au Centre d'aide par le travail jadis. Un esprit d'ouverture large vers la société qui nous entoure, notre présence de logements adaptés au cœur des villes a très tôt dans notre histoire été développée. On a parlé très souvent du quartier du Tissage à Trélon, qui était les corons, non pas de la verrerie, mais de la filature, qui a aussi fermé, en est un signe. Il y a longtemps que l'inclusion, je reprendrai un petit peu M. Jourdain de Molière, on a découvert récemment que nous faisions de l'inclusion depuis 25 ans. Maintenant, on vous donne des grosses définitions, etc. Le bon sens avait prévalu à l'époque, et on a dit on va remettre tout ce que nous pouvons remettre dans des logements au cœur de la ville.
Anniversaire qui a débuté en septembre 2021, comme Françoise Mamet, et qui se termine aujourd'hui. Et je dirais qu'avec toutes les manifestations qu'elle a citées, je ne les répéterai pas, je ne sais pas, nous avons eu un gâteau tous les mois. Un gâteau tous les mois. Et puis, le prochain centenaire, nous le fêterons dans 99 ans. C'est l'avantage de faire une fête du centenaire sur un an. Vous avez compris la tactique. Hein. J'espère que nos successeurs nous remercieront pour cette délicate attention. La commission centenaire, je ne vais pas revenir sur sa constitution par le conseil d'administration du 25 novembre 2020 que tu as présidé brillamment, Françoise, au cours de tous ces mois. Bon, c'était parfois de l'organisation, mais qui s'est faite ici dans un contexte un peu difficile, je vous l'ai dit, assombri par des inquiétudes de guerre, des inquiétudes sanitaires, la Covid, etc., et économiques. Mais toutes les forces vives de cette maison, les bénévoles, les salariés, les enfants, les adolescents, les adultes accueillis au sein de nos établissements ont, avec l'appui de compétences extérieures d'historiens locaux, entrepris un important travail de mémoire et de reconnaissance indispensable, je dois vous dire souvent émouvant. Une occasion de remercier et de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans cette institution et de tracer la voie des 100 prochaines années. Il nous restera encore, pour certains d'entre vous, un gros pas qui va, nous l'espérons, encore marquer cette année, mais ça, M. Brissamment, directeur, vous en parlera. C'est un gros projet qui a nécessité beaucoup de soutien de gens qui sont ici dans l'assistance et qui sera l'inauguration d'une nouvelle fromagerie. Bonjour, monsieur le député. Vous êtes arrivé très discrètement parce qu'il y a longtemps que vous êtes là. Mais je vous ai cité expliquant votre retard. Hein. Ça va? Bon. Bon, alors, donc ça, ce sera. Que de chemin parcouru en un siècle, il fallait vous le raconter, et il fallait nous le raconter. La collecte de témoignages, d'éléments d'histoire a aujourd'hui permis de vous présenter des expositions, des publications, relayées, et je la remercie, par la presse qui a repris des grands pans de notre histoire, et le livret que vous allez recevoir retracera tout ça. À ce propos, merci tout particulier aux contributeurs et rédacteurs de ce beau travail de mémoire et à ceux qui ont conçu sa présentation soignée. Ce livret vous présentera à la fois l'histoire, à la fois le développement actuel et à la fois des perspectives d'avenir telles qu'ils vont être présentées. L'avenir, plein de projets associant tous les acteurs du territoire. Je salue aussi toutes les entreprises, les représentants des entreprises qui sont parmi nous, avec qui nous travaillons, je dirais à l'année, personnellement, vu notre nombre de bâtiments qui approche, vous le savez, la centaine. Notre passé, construit par tant d'hommes et de femmes, nous servira à préparer sereinement notre avenir, et d'autres personnes après nous seront là pour prendre le relais. Des tas de questions se posent et le colloque que nous avons eu pendant 2 jours, le 15 et le 16 septembre ici, qui était sur le milieu associatif, nous a beaucoup marqué parce qu'il pose déjà des questions, et tous les élus, il faut que vous le sachiez, sur le devenir de l'association, des associations, qui sont quand même la base même des structures médico-sociales en France, quel que soit leur statut, des anciennes, des fondations, etc., mais qui doivent rester le pilier des actions que nous menons. L'association créée par Jeanne Roussel a devant elle un nouveau centenaire à parcourir. Merci à toutes celles et tous ceux qui écrivent et vont écrire son histoire. L'histoire de cette maison, en conclusion, c'est d'abord celle de ces femmes et de ces hommes remarquables qui l'ont construite et fait vivre. C'est surtout celle de ces milliers d'enfants, des jeunes, des adultes que nous avons accueillis pendant un siècle. Des milliers de petites histoires qui font la grande histoire. Notre association, nous en parlions avant d'entrer dans cette salle,
Elle a la particularité elle est multi-activités, elle est représentée un peu partout, elle a des bâtiments différents, elle est extrêmement variée dans ses objectifs et dans ses réalisations. Chère Maison des Enfants, chère association Trait d'Union, puisses-tu longtemps encore nous apporter humanité et bonheur. Je te souhaite une longue vie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Vous avez brillamment retracé toute l'histoire. Nous vous remercions. Voilà. J'ai un petit commentaire à faire par rapport au livret. Le livret dont a parlé le Président, qui vous sera distribué, a une petite caractéristique. Il a au moins une trentaine de QR codes. Mais c'est un livret en 2 temps. Les QR codes ne seront branchés que la semaine prochaine. Voilà. Et sur ces QR codes, je voudrais quand même compléter. Tout à l'heure, tu as parlé des témoins, Bernard. Je voudrais citer aussi M. Joël Deleuve, qui est parmi nous, qui était un enfant placé en 1960. Je voudrais dire que Mme Marie-Thérèse Mériot, que nous avions interviewée et qui va être dans les QR codes, était une enfant de 4 ans en 1940 et qu'elle est là. Et qu'elle a vécu avec son frère Serge l'évacuation à pied. Elle avait 4 ans quand même. Ensuite, je parlerai de Johnny Herbin, qui était là en 90, de mademoiselle Eliane Fierry, qui a travaillé ici 51 ans, et de monsieur Lucien Boudard, qui a été directeur général et qui nous a aussi donné des interviews sur les années 70, sur la construction du Bolvert, la reconstruction du Bolvert et de la ferme du Pont-de-Saint.